Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va parler des ordinateurs quantiques. Est-ce la fin du Bitcoin? Est-ce que les ordinateurs quantiques vont véritablement pouvoir détruire notre Bitcoin? Allez, on va commencer. Avant, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous inscrire pour recevoir nos offres exclusives d'analyse fondamentale. C'est juste en dessous de la vidéo, c'est gratuit et ça vous prend 2 secondes. On attaque avec les ordinateurs quantiques. Qu'est-ce que sont les ordinateurs quantiques? Alors, je ne vais pas commencer à rentrer en fait dans des détails farfelus, assez complexes à expliquer. C'est pas le but. On va juste partir du principe que les ordinateurs quantiques sont un petit peu une nouvelle sorte d'ordinateur, très différent en fait de comment fonctionnent vos ordinateurs que vous avez chez vous, et ils seront potentiellement beaucoup plus puissants que les ordinateurs que nous avons aujourd'hui, tout simplement. Alors, on va dire que c'est un petit peu l'ordinateur du futur et qui sera beaucoup plus puissant dans les années, les dizaines, vingtaines, voire trentaines d'années à venir. Donc ces types d'ordinateurs, en fait, on en parle depuis pas mal de temps. Concrètement, aujourd'hui, il n'y a pas véritablement d'ordinateur quantique et les premières versions, d'accord, qui vont sortir d'ici à quelques années seront vraiment peu puissantes. Par contre, on spécule sur une puissance qui va être énorme, qui va énormément s'accélérer au fil des années, et on spécule que d'ici 10, 20 à 30 ans, on aura des ordinateurs de puissance absolument énorme. Alors, avant tout, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on aurait besoin d'avoir de nouveaux types d'ordinateurs? Premièrement, pour tout simplement avoir un avantage économique. C'est-à-dire que si on a une nouvelle technologie et qu'on est le premier à l'avoir, si on peut la vendre, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, le deuxième point, ça va être stratégique. Stratégique parce que aujourd'hui, l'informatique, elle est présente partout. Donc, si vous avez un ordinateur qui est en avance sur tous les autres, vous avez une avancée stratégique. Et pour un État, c'est décisif d'être en avance sur tous les autres. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un petit peu cette guéguerre avec les super ordinateurs pour savoir tout simplement qui a la plus grosse. Voilà, tout simplement. Alors, qui aujourd'hui développe ces ordinateurs? Eh bien, on va avoir les géants du net, Google, IBM, Microsoft, parce qu'eux, ils ont énormément de capitaux, ils peuvent investir énormément d'argent dans la recherche, et notamment la recherche sur l'ordinateur quantique, mais pas que. Les États également, bien évidemment, qu'ils ont énormément injecté d'argent dans la recherche pour les ordinateurs quantiques, car c'est stratégique, et notamment les pays comme les États-Unis et la Chine qui ont beaucoup de moyens et qui sont bien évidemment en rivalité constante. Alors, ces fameux ordinateurs quantiques, vu qu'on spécule sur leur puissance démesurée d'ici à quelques dizaines d'années, ça pourrait remettre en question la sécurité qui repose aujourd'hui sur quelques algorithmes qui permettent tout simplement en fait de sécuriser et donc de crypter de l'information. Aujourd'hui, en fait, le cryptage est banalisé. Si auparavant c'était uniquement réservé pour des besoins militaires, c'est ensuite rapidement devenu accessible au grand public et aujourd'hui tout le monde crypte l'information. Donc énormément de communications aujourd'hui sont cryptées sur Internet, d'échanges, tous les paiements avec les systèmes e-commerce, d'accord, toutes les communications quand vous vous connectez sur Facebook, n'importe où, il y a du cryptage partout aujourd'hui, absolument partout. Ces systèmes de cryptage pourraient être mis en question si jamais on avait vraiment des ordinateurs quantiques avec des puissances démesurées, chose qui est aujourd'hui impossible. Donc, la plupart des algorithmes reposent sur un principe simple, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de puissance, les ordinateurs ne sont pas suffisamment puissants pour tout simplement casser les systèmes de sécurité, tout simplement. Par contre, dans le futur, évidemment que ça pourrait être le cas, évidemment. Parce que la puissance évolue toujours. Donc aujourd'hui, Internet repose sur 2 principaux systèmes de cryptage. Alors sans rentrer dans le détail, n'ayez pas peur, ce sont juste des acronymes. Okay, le RSA et l'AES 256, qui sont massivement utilisés dans tout ce qu'on appelle VPN, SSL et HTTPS. D'accord? Donc l'HTTPS, c'est le petit S qui est en plus
dans la barre d'adresse et qui en fait vous indique qu'il y a un cryptage de la communication entre vous et le site internet, tout simplement. C'est rien de plus, hein. Voilà. Donc ça en fait, ça permet tout simplement de crypter l'échange. Et si jamais une personne peut intercepter votre échange, au final, il va récupérer une donnée qui est chiffrée, donc il ne pourra pas la déchiffrer, tout simplement. Il faut comprendre que ces algorithmes de chiffrement et ces sécurités peuvent parfois devenir obsolètes. Je veux dire, c'est normal, tout évolue, bien que certains systèmes comme le RSA aient été créés en fait dans les années 80, donc ils ne datent pas d'hier, et sont toujours fonctionnels et extrêmement bien résistantes. D'autres le sont beaucoup moins, comme par exemple le WEP, rappelez-vous, qui était massivement utilisé dans les années 2000-2010 pour protéger en fait tous les réseaux Wi-Fi. En fait, on s'est rendu compte que le WEP avait une faille de sécurité et que tout le monde, en quelques minutes, était capable de retrouver en fait tout simplement le code qui permettait d'accéder au réseau Wi-Fi. Même moi, hein, petite parenthèse, je me rappelle que je m'amusais à craquer justement les réseaux Wi-Fi aux alentours lorsque j'étais au lycée. Parce que c'était d'une simplicité enfantine. Et c'était extrêmement dangereux. Parce qu'une fois connecté au réseau Wi-Fi, j'ai accès à tout le réseau de la personne. Et si les communications ne sont pas chiffrées, je peux avoir accès à absolument tout. Et en plus, en 2010, c'était très facile, par exemple, de se connecter sur des comptes Facebook, etc. Bon bref, on ferme la parenthèse. Donc juste pour vous dire que les systèmes sont obsolètes, peuvent devenir obsolètes, un système évolue. C'est pareil pour le système de hachage, le SHA-1, c'est exactement pareil. Okay, il a montré pas mal de vulnérabilités et aujourd'hui, on est passé sur du SHA-2, voire 3. Et c'est là où on va pouvoir commencer à parler du Bitcoin. Le Bitcoin, il repose principalement sur la cryptographie et le chiffrage pour être sécurisé. Ça va de soi et je pense que ça, vous le savez. C'est une monnaie qui est digitale. Donc, 2 points pourraient être remis en cause éventuellement s'il y avait bien évidemment un ordinateur quantique capable de casser les sécurités qui permettent aujourd'hui en fait de chiffrer, de crypter l'information. La première des choses, c'est tout simplement le système de clés privées, clés publiques et adresses Bitcoin. Alors, première chose, beaucoup de personnes se trompent. D'accord? Donc, la clé publique, ce n'est pas l'adresse Bitcoin. Absolument pas. Ok? En fait, votre clé publique, vous ne la connaissez pas. Peut-être que certains, vraiment très techniques, la connaissent, ok? Mais en règle générale, vous connaissez uniquement l'adresse de Bitcoin et la clé privée. Je l'espère pour vous. Donc, quand on génère un porte-monnaie, il va nous générer une clé privée. Premièrement, en fait, il nous génère une clé privée. Une clé privée, c'est en fait juste une suite de caractères, tout simplement, compris entre 1 et 2 puissance 256, tout simplement. Donc là, en fait, il y a tellement de combinaisons possibles qu'on dit qu'il y a autant de clés privées que de grains de sable sur Terre. Je pense que vous imaginez bien que c'est pour ça qu'on n'est pas capable de retrouver votre clé privée. Une fois qu'on a généré cette clé privée, de manière complètement aléatoire, on va générer une clé publique. Et ensuite, on va régénérer une adresse de Bitcoin. Pour que ça fonctionne, il faut que la génération soit possible que dans un seul sens. De la clé privée à l'adresse de Bitcoin. L'opération inverse est bien évidemment impossible. Et ça, c'est grâce aux algorithmes qu'on va retrouver qui s'appellent le ECDSA et ensuite le SHA-256 plus le RIPMD 160. Donc là, on peut dire qu'il y a un double hachage. Voilà, tout simplement. Donc, si un ordinateur quantique peut casser le cryptage RSA, le AES 256, il pourra casser le ESDSA et tous les autres systèmes de hachage. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que tout simplement, il pourra faire l'opération inverse. Depuis une adresse de Bitcoin, régénérer la clé publique pour régénérer la clé privée. Aujourd'hui, c'est impossible. D'accord? Les ordinateurs actuels ne peuvent pas permettre de pouvoir faire l'opération inverse, ou alors il faudrait, même avec des super ordinateurs, il faudrait des dizaines, voire des vingtaines d'années, voire même beaucoup plus, parfois des centaines d'années, pour réussir à casser une seule fois une seule adresse. Donc vous imaginez bien que c'est contre-productif et ça ne sert absolument à rien. Donc ça, c'est la première vulnérabilité qui pourrait y avoir. La deuxième, c'est au niveau du proof of work, donc du consensus. Aujourd'hui, vous savez que la sécurité du Bitcoin repose sur les mineurs et sur la puissance de calcul qu'ils vont offrir.
et notamment ce hash rate. Donc cette puissance de calcul, elle se calcule grâce au hash rate. Plus le hash rate est élevé, plus ça va être compliqué pour une personne malveillante de prendre le contrôle du réseau, parce que ça va être de plus en plus coûteux. A contrario, des réseaux où il y a vraiment peu de hash rate, faire une attaque, c'est beaucoup plus facile, ça coûte beaucoup moins cher et il y a vraiment un intérêt économique parfois. Et c'est pour ça qu'il faut un réseau qui soit extrêmement sécurisé avec un hash rate de plus en plus grand. Alors, le système du Proof of Work repose sur un système de hachage qui s'appelle le Hashcash SHA-256 avec un petit 2 car en fait, il y a une double itération qui est faite. Ça veut dire que c'est une sécurité supplémentaire. C'est comme si on le faisait en fait 2 fois, tout simplement. Voilà. Donc, si jamais on avait un super ordinateur si puissant qu'il pourrait tout casser en système de cryptage et en système de hachage, et bien tout simplement, il pourrait tout simplement prendre facilement la majorité sur le réseau et faire une attaque de type 51%. Et avec ça, en général, on peut faire ce qu'on appelle du double spend. Donc ça veut dire qu'on peut consommer plusieurs fois son propre Bitcoin. Je sais que beaucoup aimeraient pouvoir le faire, mais bien évidemment, ce n'est pas possible, sauf si vous avez un contrôle sur le réseau. Voilà. Mais ça, c'est que de la spéculation. Et là, on spécule sur des choses qui pourraient arriver d'ici à 10, 20 ou 30 ans. Ok ? Donc, on est quand même très très loin. Enfin, le Bitcoin a même pas 10 ans. Et des personnes commencent déjà à s'inquiéter de ce qui pourrait se passer en fait dans 20 ou 30 ans. Alors, on pourrait peut-être plus s'inquiéter en fait de sur quelle planète on va vivre dans 20 ou 30 ans. Enfin bon, quand bien même, aujourd'hui, on peut déjà commencer à se protéger. Et justement, des boîtes, des entreprises comme Google ont déjà commencé à expérimenter en fait des méthodes résistantes aux ordinateurs quantiques. Ils ont déjà essayé en fait tout simplement de mettre des méthodes qui permettaient tout simplement d'avoir des systèmes de cryptage qui sont résistants à ces fameux ordinateurs dans des versions test de Google Chrome pour commencer un petit peu à préparer en fait le terrain. Donc aujourd'hui, on en est au stade où on pourrait déjà se protéger, mais ça impliquerait de mettre en place des systèmes assez, on va dire, coûteux en ressources et en temps. Donc, ce n'est pas forcément utile parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas la fameuse menace, d'accord, de l'ordinateur quantique. Et il faut savoir que si jamais cette menace venait à voir le jour, on aurait juste à mettre à jour les systèmes, les algorithmes et le système de hachage pour le système du Proof of Work pour qu'il soit résistant aux ordinateurs quantiques. Tout simplement. Et il faut savoir qu'ici, on a un SHA-256 avec 2 itérations pour la simple et bonne raison que le SHA-1 est devenu vulnérable et qui partage pas mal de similarités entre le SHA-1 et le SHA-2. Et donc peut-être qu'ensuite, on basculera sur le SHA-3 qui est encore plus sûr, voire encore un autre résistant aux ordinateurs quantiques par exemple. Voilà. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argument marketing aujourd'hui de quelques projets, comme par exemple Piota, de dire qu'on est déjà résistant aux ordinateurs quantiques, c'est un peu se protéger maintenant pour un truc qui pourrait potentiellement arriver dans 20 à 30 ans. Est-ce que ça vaut le coup? Honnêtement, je ne pense pas. En plus, si ça freine au final le développement, si ça impacte les performances, ça ne vaut absolument pas le coup. On a largement le temps de l'implémenter dans les années à venir si vraiment ça devient nécessaire. Donc, est-ce la fin du Bitcoin? Bien évidemment que c'est encore une belle bêtise qui a été relayée par pas mal de médias qui ont commencé à nous pondre des articles comme quoi les ordinateurs quantiques vont remettre en cause le Bitcoin. Mais si c'était le cas, ils vont aussi remettre en cause tous les systèmes de cryptage et de sécurité sur lesquels Internet repose. Donc qui ça va embêter le plus? Juste les petites personnes, la fraction de personnes qui utilisent aujourd'hui le Bitcoin ou toutes les personnes qui utilisent Internet, honnêtement. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, si une personne aurait un ordinateur quantique, il aurait autre chose à faire que de commencer à attaquer tout de suite le Bitcoin. Je pense qu'il y a d'autres choses à attaquer qui pourraient être bien plus profitables pour lui. Et en plus, en général, ce sont quand même des grandes entreprises qui n'ont concrètement pas besoin de récupérer quelques millions en attaquant le Bitcoin, ni un État. Honnêtement, qu'est-ce que les États-Unis ou la Chine ont à faire des quelques même dizaines, voire centaines de millions qui pourraient récupérer sur le Bitcoin? Honnêtement, c'est une goutte d'eau, d'accord? On ne parle pas de petits hackers qui développent en cachette des ordinateurs quantiques.
Ok, on parle de grosses entreprises qui les développent. Donc, qu'est-ce qu'ils vont en faire avec? Ils vont certainement pas se dire tout de suite, allez, bam, on va attaquer le Bitcoin. Je pense que c'est complètement stupide de penser ça. Voilà, j'espère que cette analyse sur les ordinateurs quantiques vous a plu. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like. Et moi, je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Merci.